Salut YouTube, salut tout le monde, bienvenue sur cette dernière VOD du coup du top 500 des meilleurs films du 21e siècle. Je l'enregistre hors live parce que c'est plus simple comme ça, ne vous inquiétez pas. On commence du coup cette toute fin du top 500 avec du coup le top 100 des meilleurs films du 21e siècle d'après les spectateurs du New York Times, les lecteurs du New York Times. Et on commence du coup avec, bon, déjà un premier film, c'est Avengers Endgame. Alors, moi, pour être très honnête, je dois avouer que ça a été une expérience évidemment de cinéma très forte. Je sais que récemment d'ailleurs il y a eu des gens qui se prononçaient là-dessus, qui disaient quand même c'est une telle expérience que c'était quelque chose à ne pas manquer. Et je rejoins tout à fait là-dessus sur le côté où il y a quand même quelque chose, une émulsion qui s'est dégagée de Endgame. Je pense pas dû à Endgame particulièrement, plus qu'à Infinity War qui venait juste avant, qui était vraiment ce film qui a un petit peu rallumé la flamme chez certains du MCU, du côté comics à l'écran, du côté vraiment absolument, enfin de voir des conséquences également aux actes, et en même temps du coup de voir ce retour du coup avec Avengers Endgame. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, une émulsion autour d'Endgame. Après, voilà, le revoir aujourd'hui, je pense que c'est le genre de film qui a vraiment bien vieilli, et il y a effectivement ce gros biais de récence et d'attachement également vers les personnages, de type bah c'est la fin de toute une saga qui avait plus de 10 ans à l'époque à l'époque d'Endgame, qui aujourd'hui maintenant 10 ans quasiment 6 ans après maintenant Endgame, du coup bah en vrai ça commence un petit peu à perdre de sa superbe. Donc il y a presque ce côté où heureusement j'ai envie de dire que la suite d'Endgame a été mauvaise, comme ça du coup on peut se replonger dans Endgame et se dire ah quand même à l'époque c'était un peu mieux. Mais bon, le futur s'annonce pas non plus brillant pour la saga Marvel, évidemment. Donc, après, j'avoue que ça me fait chier de voir encore une fois les frères Russo là-dedans, qui, bon, quand même, ont vraiment pas fait des chefs-d'œuvre. Juste pour info, j'ai une petite liste à côté avec des films différents entre les films des spectateurs et les films des critiques, parce que j'ai déjà fait le top 100 des critiques sur la chaîne. Probablement que je vais me répéter un peu par endroit, mais je vais essayer d'éviter d'en reparler. En tout cas, je dirai mon avis très rapidement sur certains des films cités jusqu'ici. Ensuite, du coup, on a Midsommar qui aussi n'était pas dans le top, et c'est vrai que ça me surprend que Midsommar n'était pas dans le top, parce que même si je trouve que c'est pas un film brillantissime, moi, Ari Aster en soi, je suis pas non plus le plus grand des fans, c'est-à-dire que j'ai bien aimé Midsommar. J'ai pas trop aimé Hérédité, je comprends un peu ce que les gens y trouvent, mais en même temps, moi j'ai trouvé ça assez classique, j'ai envie de dire. Et après, Beau is Afraid, par contre, j'ai adoré. Et Eddington, je trouve que le temps lui donne raison, j'ai envie de dire, à Eddington. En tout cas, Midsommar, je sais que ça a été une grosse claque pour beaucoup, et je comprends tout à fait, parce que, bah, effectivement, il y a un côté faire revivre le folklore hippie de cette époque-là, et en même temps le critiquer, et en même temps nous mettre dans une ambiance En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de l'horreur en plein jour. C'est ça qui est vraiment cool, je trouve, aussi avec Midsommar, c'est que l'habitude, l'horreur, c'est ça se pavane dans la nuit, ça se pavane dans l'obscurité, et là on a de l'horreur en plein jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra intéressant. Maintenant, voilà, Ari Aster, je suis sa carrière un petit peu. Je me demande si j'ai pas tout vu de lui. J'ai pas vu The Strange Things About the Johnsons, qui apparemment est vraiment super. Mais en tout cas, je m'attends à ce que ça soit là. Je sais pas si ça mérite d'être là aussi haut, surtout de top 99. Je me dis que c'est quand même vachement haut. Maintenant, je pense que c'est attendu de le voir ici, parce que ça a été un choc pour beaucoup de gens. The Holdovers, donc du coup Winter Break en VF. Et ben en vrai, c'est le genre de film où en soi je suis assez surpris de le voir ici, parce que certes il est très récent, donc il y a ce biais de récence toujours avec ce top là, il y a toujours des biais de récence vraiment assez fous. Mais alors j'avoue, moi j'ai vu le film, je me suis dit ouais c'est sympa. Plus le temps passe, plus je me dis c'est quand même très sympa, et je pense que le temps passera et que je me dirai plus tard que c'est un classique. En tout cas, que c'est un film vraiment bien construit, j'ai envie de dire. Ça fait penser même un peu au film de John Hughes par moment, à Breakfast Club, à tous ces films-là, à Ferris Bueller aussi. Mais il y a quand même ce côté où effectivement c'est le genre de film assez intemporel, qui marche super bien dans tout ce que ça fait. Alors il a été assez snobé aux Oscars, je crois que juste il y avait Divine Joy Randolph qui a gagné un Oscar, mais qui était vachement mérité, hein, pour son rôle, même si c'était un tout petit rôle, c'était quand même assez mérité. Je sais que voilà, la performance de Paul Giamatti m'a aussi pas mal bluffé, et c'est surtout très bien écrit aussi comme film, hein, tout simplement. C'est très bien écrit, c'est très compétent, j'ai envie de dire. Je le dis pas en méchanceté, hein, vraiment, je trouve que c'est très compétent, et c'est quelque chose qui manque, hein, quelque part dans le cinéma parfois, c'est de la compétence de la part de certains. Et je trouve que ça, ouais, je l'aurais pas vu si haut.
Je l'aurais pas vu si haut, mais peut-être voilà top 400, quelque chose du genre, peut-être ouais 350, 400, quelque chose comme ça. Peut-être, ça aurait peut-être eu sa place. Mais là en tout cas je me dis que c'est quand même assez haut, mais c'est mon avis là comme ça. Ensuite, du coup, on a The Lighthouse. Alors, The Lighthouse, moi, je dois vous avouer, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé l'expérience, j'ai trouvé ça vraiment assez solide. Mais il y a quand même un aspect où je me dis, on en a fait beaucoup pour, pour ce film-là. En même temps, il est relativement unique. Pardon, je mets juste un petit peu de musique en fond quand même pour animer cette VOD. Je dis, on a quand même fait beaucoup. Après, en même temps, il apporte vraiment quelque chose d'unique. Moi, c'est là aussi où je rejoins les louanges qu'il peut y avoir autour de The Lighthouse, c'est que je trouve qu'il apporte vraiment une vision relativement unique, j'ai envie de dire, mais en tout cas, un mix à la fois entre eux, ce film qui aurait pas pu être fait avant, mais qui en même temps rappelle le passé. Je suis pas tout à fait sûr de certains messages par moment, de ce qu'il veut dire aussi quelque part Robert Eggers avec ce film-là. Je sais que j'ai beaucoup aimé son Nosferatu, et j'ai pas vu The Witch. J'ai pas vu The Witch et j'ai pas vu The Northman non plus. J'attends un petit peu la suite de ce qu'il va faire, même si là il est sur 3 projets différents entre Werewolf, c'est vrai qu'il fait une suite de Labyrinthe, putain, et A Christmas Carol, donc du coup un conte de Noël de Charles Dickens, que j'attends beaucoup, hein, celui-là ça peut être vraiment chouette. Mais en tout cas, j'avoue, j'ai l'impression qu'on en a fait beaucoup. Je l'aurais pas vu si haut, je l'aurais vraiment pas vu si haut, j'aurais vu vraiment plus bas, je pense. Je pense que ça aurait été sa place. En tout cas, ouais, pourquoi pas dans un top 500, mais 97ème, pas trop, quoi. Howl's Moving Castle, donc c'est le château ambulant. Un peu abusé, j'avoue. Alors, je sais, il faut qu'il y ait des Miyazaki dans le top. Probablement qu'on verra le voyage de Chihiro parce que c'est celui qui est le mieux vu de la part des cinéphiles, de la part de la critique également, et de la part des entre guillemets cinéphiles lambda, j'ai envie de dire. Mais. Ah, j'avoue, il est haut quand même. J'avoue, je trouve qu'il est vraiment assez haut. Enfin, il y a vraiment cet aspect où, moi, personnellement, je trouve que c'est un des plus faibles de Miyazaki. Je vois ce qu'il veut dire, je vois ce qu'il essaye de mettre en place. Mais quelque part, en fait, moi, je trouve, c'est un peu ma take, c'est un peu une autre take parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, le château ambulant. J'ai l'impression que c'est celui qui a le mieux marché parce que c'est le plus européen, entre guillemets. Alors, il s'est jamais caché d'une inspiration européenne. Évidemment, il y en avait dans le château dans le ciel, il y en avait un peu partout dans toute sa carrière à Miyazaki. Mais j'ai l'impression que c'est celui qui a le mieux marché parce que c'est le moins japonais entre guillemets. Alors après, ce qui me contredit, c'est que celui qui a effectivement le mieux marché, c'est Voyage de Chihiro, qui est très japonais. Donc vraiment, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est un du cœur aussi. Et puis de toute manière, il y a aussi ce côté évidemment où c'est un film sorti en 2004, donc c'est l'enfance de beaucoup de gens, hein, ce Miyazaki là, a priori. Donc c'est pour ça, je pense que ça a marqué à ce niveau là, quoi. Inside Llewyn Davis, il me semble qu'il était déjà dans le top 100. Moi, j'avoue que je vais me répéter, hein, du coup, mais j'aime pas trop j'aime pas trop les Coen quand ils sont sérieux. Et je trouve que Inside Llewyn Davis, alors oui, le côté pastiche de Bob Dylan, il est plutôt rigolo. Maintenant, je préfère quand ils essayent d'être plus drôles, quoi. Je préfère vraiment quand ils essayent d'être vraiment dans la comédie, quand ils font du Burn After Reading, qui pour moi est le meilleur film des Coen, que quand ils font du Inside Llewyn Davis, où c'est juste un film à mood, mais un mood qui comment dire, se désagrège de plus en plus avec le temps, et où en soi ça aurait peut-être mérité même d'être un peu peut-être pas plus court. J'aime pas dire le film mériterait d'être plus court, mériterait d'être plus long. Je trouve que parfois les films ont la bonne durée, mais je trouve celui-là a la bonne durée. Mais en fait, moi je suis pas tellement rentré dedans, je suis pas tellement rentré dans toute cette ambiance-là, et donc du coup le film a été relativement pénible, même si c'est pas non plus un mauvais film, ça je lui reconnais, hein, bien sûr, c'est pas non plus un mauvais film. En tout cas, je me dis que si c'est le film des frères Coen le mieux noté ici, c'est un petit peu dommage. J'imagine qu'il y aura No Country for Old Men entre temps, bien sûr. Moneyball, donc du coup de Bennett Miller. Alors, mais c'est surtout pour le script de Aaron Sorkin. Alors, pareil, il était déjà dans le top 100 des critiques. C'est un film en soi, il est carry uniquement par Aaron Sorkin. Le reste. Ouah, la mise en scène est pas folle, alors que Aaron Sorkin, qu'on connaît notamment pour The Social Network de David Fincher, et pour le coup, la rencontre Fincher-Sorkin, incroyable. Mais là, j'avoue que c'est un film qui est peut-être pas oubliable, je dirais pas qu'il est oubliable non plus, mais c'est un film qui en soi stop 100 quand même, c'est un petit peu abusé. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc j'avoue que ça me chafouine un petit peu de le voir aussi haut, en tout cas. Killer of the Flower Moon, pour le coup, qui était pas là. Alors,
Même si généralement je dis ouais biais de récent sur ce film là, ouais celui-là en vrai on l'a trop bien vu etc. Je trouve quand même que lui a priori il devrait faire date. Lui a priori il devrait rester dans les annales, il devrait rester dans le cœur des gens, il devrait rester comme un portrait déjà un portrait d'un vieil homme qui a observé l'Amérique se faire et se défaire au fil du temps, qui est sorti pile au bon moment. Il y avait vraiment cet enchaînement Oppenheimer, La Zone d'intérêt, Killers of the Flower Moon qui était absolument légendaire en tant que grand film politique sur les États-Unis et sur mais sur aussi les violences quelque part qui ont été commises par les États-Unis et par l'Occident de manière générale pour mettre dans le même panier La Zone d'intérêt qui est évidemment bien mieux fait je trouve que les deux autres. Si je devais faire un classement ça serait effectivement La Zone d'intérêt, Killers of the Flower Moon et Oppenheimer. En tout cas, c'est un rapprochement qui a été fait par beaucoup de cinéphiles, de se dire, ok, là, il y a des films vraiment assez brillants en termes politiques. Et effectivement, je trouve que Killers of the Flower Moon, il devrait quand même rester comme un des plus grands de Scorsese, qui avait traversé une période où Silence a été plus ou moins oublié. Hugo Cabret, les gens étaient pas trop sûrs de ça. Je vais juste regarder tac d'après la date de sortie. C'est vrai qu'il avait fait. The Irishman avait quand même eu un gros retentissement tout de même, mais c'est sûr que c'était depuis Le Loup de Wall Street qu'il avait pas fait un aussi grand film entre guillemets. Et 10 ans avant, hein, quelque part. Donc moi, je suis en attente évidemment de la suite de sa carrière, hein, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est amplement mérité. C'est un film où je parlais de les films. Je déteste dire quand des films devraient être plus courts, plus longs. Je trouve que pour le coup, je sais que ça a été des critiques autour de Killers of the Flower Moon, mais la durée est parfaite. Le film dure 3h30, c'est ça à peu près 3h20, quelque chose du genre. Et clairement, pour moi, c'est un film où on ne peut pas retirer une seule minute du film. On peut pas retirer 10 minutes, on peut rien retirer du film. Je trouve qu'il est vraiment parfait, que c'est la bonne durée, que c'est nickel. Et je trouve que c'est amplement mérité de le voir aussi haut, clairement. Et peut-être un poil trop haut, mais en vrai, je pense qu'il est à sa place. Je pense qu'il est à sa place tout de même. Les Indestructibles, amplement mérité, même il devrait être plus haut, je pense. Non, en vrai, je pense qu'on peut être d'accord sur un point. En tout cas, c'est vraiment mon avis après de longues recherches. C'est le meilleur film de super-héros. C'est-à-dire que c'est le film de super-héros quasiment ultime, j'ai envie de dire. Sorti presque trop tôt, j'ai envie de dire, parce qu'il est sorti en 2004. 2004 qui était quand même une année, si je me trompe pas, il y avait également Spider-Man 2. Voilà. Donc c'est quand même une grosse année 2004 pour les films de super-héros, hein, parce que quand même on a Spider-Man 2, Les Indestructibles, qui sont deux films qui... Alors il y en a un qui construit le mythe du super-héros, j'ai envie de dire Spider-Man 2 qui le construit et qui établit la règle, j'ai envie de dire établit le côté, c'est ça que ça devrait être le film de super-héros. Encore dans le sillage évidemment de Superman de Richard Donner qui a vraiment établi la chose évidemment, mais là qui a redéfini et qui a dit voilà ce que c'est. Et Les Indestructibles qui arrivent dans la même année, probablement un peu après, je sais pas exactement s'il est sorti en fin d'année, début d'année, et qui presque déconstruit le mythe du super-héros. Et qui montre des super-héros âgés, qui sont un petit peu has-been, qui sont mal vus également des années avant tous les trucs de type X-Men Days of Future Past, tout ça, X-Men First Class. Alors après, je crois qu'il est sorti après X-Men 1, X-Men 2 qui abordait déjà ce genre de thèmes-là, mais qui sont des thèmes en fait qu'on retrouve dans les comics, évidemment, dans tout ce qui est super-héroïque, mais de manière plus adulte et plus mature, j'ai envie de dire. Et là, Les Indestructibles, moi je trouve que c'est vraiment peut-être un des films les plus matures de Pixar, même si tous les films de Pixar sont ultra matures, hein, bien évidemment, mais peut-être vraiment un des films les plus justes et qui va presque plus toucher les adultes que les enfants. Et ça là-dessus c'est absolument brillantissime, en plus d'être parce que là je parle surtout du script et de la manière de dévoiler le scénario, tout ça, mais en plus d'être formidablement bien réalisé. C'est-à-dire que le film, alors il a peut-être pris du ride au niveau de certains effets graphiques parce qu'on est plus habitué aujourd'hui à avoir des choses vraiment absolument magnifiques en mode RTX, tout ça, mais clairement c'est un film qui a pas pris une ride vraiment. Alors en termes de réalisation, c'est absolument brillantissime. Il faut savoir que Pixar a développé de nouveaux outils pour suivre la caméra, pour faire en sorte que la caméra soit beaucoup plus mouvante, qu'elle puisse bouger plus rapidement,
que ça aille dans tous les sens, que ça développe en fait des outils qui sont semblables à une caméra, à une vraie caméra, j'ai envie de dire. Il y a plein de trucs comme ça, notamment il y a des séquences d'interview au début et des séquences qui se passent dans le passé entre guillemets, et où la caméra mime plus la caméra des années 60 que la caméra d'aujourd'hui, parce que le défi quand on fait de l'animation 3D, c'est de mimer une caméra, j'ai envie de dire. Et bah là, ça mime des caméras de l'époque, donc c'est encore un autre défi, parce que autant mimer une caméra numérique quand on fait Toy Story, bah, c'est faisable, même si quand Toy Story est sorti, les caméras numériques n'existaient pas, mais vous comprenez. Mais là c'était clairement mimer des anciennes caméras et des anciens grains, de l'ancien type de pellicule, et c'est clairement autre chose. Donc clairement c'est assez brillantissime l'alliage entre le fait que le film il est sorti pile au bon moment au niveau technologique, qu'il a fallu attendre du temps, qu'il a fallu attendre quasiment 10 ans entre Toy Story, donc le premier film d'animation en 3D, et Les Indestructibles, qu'il a fallu attendre également d'avoir un gros réal dessus qui est Brad Bird, qui est absolument un génie, hein, bien sûr, depuis Le Géant de Fer, et qu'il a fallu attendre que le public soit prêt également, donc il y a une sorte d'alignement de planète autour des Indestructibles, et c'est clairement pour ça que pour moi, ça mériterait même d'être bien plus haut, j'ai l'impression, mais bon, ça c'est peut-être que j'en demande un peu trop. Knives Out, alors j'aime beaucoup Knives Out, je trouve que c'est vraiment un super film. Je l'ai vu plusieurs fois parce que je l'ai revu avec mon ex, je l'avais vu en salle quand il était sorti, tout ça, et voilà, et je l'ai revu plus tard. Et clairement, pour moi, il y a quand même ce côté où effectivement, c'est très bien, c'est vraiment chouette. Mais il y a quand même cet aspect où je trouve qu'on en a fait beaucoup de ce Knives Out. Alors en vrai, c'est très bien construit, c'est très bien réalisé. Pareil, c'est un petit peu comme Brad Bird. Je trouve que Ryan Johnson a vraiment ce côté brillant et dans la maîtrise totale de sa réalisation par bien des moments où en fait il arrive à rester très captivant, très ludique. Et en même temps à dire des choses par sa caméra et par les angles de sa caméra, et à toujours être bien placé, j'ai envie de dire, à toujours être placé au bon endroit, placer bien sa caméra à la bonne distance, sur le bon angle par rapport à ses personnages, tout ça c'est vraiment super chouette, et surtout bah, c'est super bien écrit. Après j'avoue que moi personnellement j'ai pas été déçu parce que la première fois que je l'ai vu je me suis dit putain mais Glass Onion c'est vraiment super, mais donc la suite de Knives Out, Glass Onion c'était vraiment super. Là j'ai beaucoup d'attentes pour Deadman, enfin voilà le Wake Up Deadman, voilà. Mais j'avoue que je suis un peu plus déçu peut-être par Glass Onion, qui a moins peut-être cette fougue-là de la reproduction des Whodunit des années 60, etc. Même si ça reste super bien fait, que c'est super chouette, que quand même c'est ludique. Encore une fois, c'est ludique, quoi. Donc il y a ce côté où le spectateur va quand même être embarqué là-dedans. Et non, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Après, au-dessus des Indestructibles, j'avoue, je trouve ça fort. C'est ça un petit peu le truc. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté un peu petit con par moment dans Knives Out qui peut être un petit peu relou. Mais au-dessus des Indestructibles, c'est quand même un petit peu fort de café, je trouve, hein. Ça va, quoi. Bridesmaid, donc du coup c'est un film que je n'ai pas vu. Ah oui, c'est le film de Paul Feig, oui. Du coup je l'ai pas vu, je peux pas en parler, mais apparemment c'est sympa, apparemment c'est chouette. Donc voilà, Paul Feig qui avait fait notamment les SOS Fantôme 2016, c'est ça, oui voilà, et Spy également, qui sont assez reconnus. Mais voilà, mais moi je l'ai pas vu, je peux pas me prononcer. Drive My Car, bon bah. Alors, biais de récence aussi, hein, quand même, c'est un film. Tout ce qui est post-2020, je trouve, il y a quand même ce biais de récence assez fou. C'est quand même vraiment chouette. Enfin, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, dans le sillage de Le mal n'existe pas de Hamaguchi, qui était vraiment génial aussi. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Je sais plus s'il est passé entre temps. Moi, vous savez, depuis le top 500, ça fait quasiment un ou 2 mois, je sais plus. Mais depuis la première partie, j'entends. Mais clairement, je trouve que c'est amplement mérité parce que, enfin, peut-être non, en vrai, je trouve qu'il est à sa place aussi quand même. Parce que c'est vraiment, enfin, sensoriellement, je trouve qu'il y a un truc qui se passe au niveau de ce côté très rigide et à la fois les pointes de poésie que ça met par moments qui sont toujours très subtiles et très légères, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose de très, comment dire, avec ce personnage principal qui est
pas tout à fait autiste, mais qui a un peu ce côté-là du je continue de taffer tant que comme ça j'oublierai un petit peu mes problèmes. Et en fait, les problèmes le rattrapent quelque part sans le vouloir et sans qu'il ait envie qu'il soit là, j'ai envie de dire. Donc ça là-dessus, je trouve c'est assez brillant et je trouve que le film il est d'une beauté vraiment absolument magnifique. Les plans où tu vois la voiture toute rouge au milieu de toutes les voitures qui sont grises, etc. C'est vraiment super bien fait, c'est vraiment super chouette. Et je trouve que c'est un grand cru. Moi, il faudrait que je rattrape un peu plus les films de Hamaguchi, notamment il faudrait que je rattrape Asako 1 et 2. J'entends que du bien. Donc voilà, mais en tout cas les deux que j'ai vus là, du coup, qui sont ces deux récents, trop bien, trop chouette. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose dans aussi le naturel des personnages. C'est plus dans Le Mal n'existe pas, mais dans Drive My Car également, et les discussions qu'il peut y avoir par moment, c'est vraiment, enfin je trouve ça a rapproché de Keishi, ça a rapproché de plein de Romer également, enfin évidemment, mais il y a vraiment quelque chose d'une sorte de naturel où même si c'est des conversations tout à fait banales, en fait on est dedans, on est impliqué dedans, et je trouve qu'il y a une sorte de magie qui s'opère à ce moment là qui est assez indescriptible, parce que encore une fois ce qui est dit c'est vraiment tout à fait banal, on s'en fout presque, j'aurais envie de zapper, j'ai envie de dire, mais quelque part c'est passionnant quand c'est lui qui le fait, quoi. Top Gun Maverick, bon, faut pas abuser, parce que encore une fois, alors, biais de récence de dingue, hein, vraiment, moi, ça me fascine, le biais de récence qu'il peut y avoir là autour de certains films dans ce top 100, de me dire, putain, mais c'est fou le nombre de gens qui mettent ça aussi haut, mais clairement, alors, c'est sympa. Non, mais c'est sympa, Top Gun Maverick, c'est très cool, c'est très chouette. Moi, je me souviens, j'ai passé un bon moment dans la salle de cinéma. Bon, déjà, il faudrait peut-être interroger l'impérialisme du film, ça évidemment. Mais bon, ça, c'est un film américain sur l'armée. J'en demande pas autant, j'ai envie de dire. Mais surtout en soi, enfin, toute la campagne marketing en mode ouais, on attendait dans des vrais avions, alors que pas du tout, il y avait que des. Enfin, oui et non, mais c'était des photos de référence, enfin c'était des vidéos de référence qui étaient très chouettes, hein. C'est très chouette d'utiliser ça comme ça, mais clairement il y a, donc ça c'était assez décevant, mais surtout, enfin, je trouve qu'en soi, il y a des films qui m'ont plus transporté émotionnellement, même avec le dispositif cinéma, que Top Gun Maverick. Là, je sors récemment d'une séance de Sirat, de Oliver Lâché, je sais plus, mais qui clairement est assez brillantissime là-dessus, et dans son utilisation du son, je trouve que c'est vraiment génial. Même Interstellar, je crois qu'on l'a déjà vu, mais Interstellar, c'est vraiment un film où dans l'utilisation du son, pour te clouer dans ton siège, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment une attraction, j'ai envie de dire. Et je trouve que Top Gun Maverick, il y a vraiment ce côté attraction par moment. Et je le comprends, je veux dire, je le critique pas, évidemment. Mais en tant qu'attraction, je trouve que c'est pas suffisamment fort. Et dans son scénario, je trouve que c'est pas suffisamment fort non plus. Donc il y a un peu ce côté-là où, voilà, le temps est passé. Parce que moi, je sais même plus la note que j'ai mis à Top Gun Maverick. De toute façon, les notes, vous savez, les gens, je les prends pas pour argent comptant. Mais je me souviens que j'ai passé plutôt un bon moment. Mais là, on le critique pas en mode bon, regardez ce truc où c'est un petit peu regardez ce film, c'est un petit peu sympa. Là, il est dans un top 100, au-dessus des Indestructibles, au-dessus de Killers of the Flower Moon, au-dessus de The Holdovers, même, enfin des films du genre, quoi, au-dessus de Drive My Car qui est un chef-d'œuvre. Enfin, voilà, il y a quand même ce truc où je ne le placerai pas là personnellement. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui l'aient voté, mais waouh, je le placerai vraiment pas là, quoi. Donc bon. Ensuite, on a du coup The Master. Alors, The Master que j'ai vu entre temps. Alors, j'avoue, je comprends qu'il soit là parce que film magnifique. Vraiment, visuellement, film magnifique. Superbe interprétation de tous les acteurs. Vraiment, enfin, de Philip Seymour Hoffman, de Amy Adams et de Joaquin Phoenix. Je suis pas très fan du jeu de Joaquin Phoenix généralement. Celui-là, j'ai pas non plus été transcendé. Mais ça va, je l'ai quand même toléré, j'ai envie de dire. Je l'ai mieux toléré dans Inherent Vice, que j'ai rattrapé aussi entre temps, mais dans Inherent Vice, je trouve qu'il est vraiment habité d'un vrai truc. Et dans The Master, je trouve qu'il va trop dans son côté où le jeu de Joaquin Phoenix, c'est de cambrer le dos, et c'est d'avoir l'air tout faiblichon, et d'avoir l'air bizarre un petit peu. Mais je trouve que c'était au début du film et qu'après il se rattrape. Globalement, c'est beaucoup ça au début du film, pendant les 20-30 premières minutes, c'est un petit peu ça, ce qui m'a un petit peu dérangé. Et globalement, surtout, le film est absolument magnifique visuellement. Je pense que c'est peut-être l'un des plus beaux de Paul Thomas Anderson visuellement. Maintenant, je sais pas, au niveau de l'intrigue, au niveau de ce que ça essaye de dire, entre guillemets, il faut jamais dire qu'un film
ce qu'il essaye de dire, etc. Qu'est-ce qu'il essaye de dire, qu'est-ce qu'il essaye d'analyser. Je vais essayer, faut que je me renseigne en vrai sur les critiques qu'il y a pu y avoir, sur les analyses qu'il y a pu y avoir autour du film, mais j'avoue que j'ai pas été non plus transcendé par le film. Alors visuellement, voilà, encore une fois, c'est magnifique. Les interprétations, il y a des scènes vraiment très fortes, notamment la scène où le personnage va entre le mur et la fenêtre, etc. et qu'il fait que des allers-retours comme ça. Les scènes de discussion également, juste des scènes de discussion en chant contre chant sont absolument folles aussi. Et comment dire, la sorte de soumission progressive du personnage est vraiment très forte également. Maintenant, j'avoue que j'étais un peu laissé sur ma faim, clairement, et je trouvais qu'il manquait peut-être quelque chose, qu'il manquait une sorte de... J'ai l'impression que c'est un film qui aurait pu être plus grand, quelque part, mais qui s'est un peu trop renfermé dessus. Mais en même temps, ça marche bien aussi, donc je sais pas, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et je vais essayer d'analyser ça plus tard. De toute manière, on reparlera de Paul Thomas Anderson ici, bien sûr, avec son prochain film qui sort. En tout cas, je me dis, ah, il est haut quand même, hein. Enfin, au-dessus de certains autres, je me dis, ah, quand même, il est plutôt haut. donc, clairement, je me dis, bon, un petit peu abusé. Bon, Dune, faut aller se faire foutre. C'est-à-dire que moi, clairement, enfin, Dune, je n'ai rien contre le film, hein. Je trouve que c'est sympa. Alors quand même, hein, je trouve que c'est vraiment abusé. Je trouve que c'est vraiment abusé parce que, alors Dune, autant, voilà, ça aurait été Dune partie 2, j'aurais vraiment trouvé ça chaud. Mais là, Dune, vraiment, ah putain, il y a un truc où c'est en bleu ici, c'est mignon. Mais Dune, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose où, oui, c'est chouette, c'est un bon blockbuster, c'est sympa, c'est bien construit. Non, le premier Dune, franchement, il est bien construit, il est bien fait. Il est un petit peu longué par moment, mais franchement, c'est pas non plus déplorable. En tout cas, il est sympathique. Par contre, putain, c'est abusé de le mettre aussi haut, de le mettre au-dessus des Indestructibles, de le mettre au-dessus de Drive My Car, même de Knives Out, des films du genre. Je me dis quand même, c'est un petit peu abusé parce que en fait, là où je reconnais le brio de Dune, c'est que c'est un film où sur tous les plans, c'est bien fait. Sur tous les plans, alors... Scénario, c'est bien fait, bon en même temps c'est une adaptation mais c'est plutôt bien fait. Réalisation, tout est correct. Décor, tout est bien fait. VFX, tout est bien fait. Tout est bien fait. Mais je trouve en fait comme c'est le début d'une sorte de grande trilogie, même plus, je sais pas combien il y a de films, peut-être 5 ou 7, un truc du genre. Je trouve qu'on reste quand même beaucoup sur notre fin et que c'est beaucoup un film d'introduction de personnages à bien des égards. Alors il y a des scènes vraiment chouettes, mais pareil, on sait pas trop où est-ce qu'elles vont finalement. Donc c'est un peu pour ça que j'ai du mal à juger Dune. Maintenant, c'est quand même super bien fait, c'est super chouette. Donc voilà, mais aussi haut, ça me paraît quand même plutôt abusé. Bon, là-haut, j'en ai déjà parlé, mais chef-d'œuvre absolu, un des meilleurs Pixar évidemment. C'était à l'époque où ils étaient vraiment en Eurole, quoi. C'est-à-dire qu'ils sortaient ça et ensuite ils sortaient Toy Story 3, juste avant ils sortaient Wall-E, donc c'est vraiment le film un petit peu du milieu d'une grande période, vraiment où ça a sorti que des chefs-d'œuvre, avec Ratatouille également dans le tas. Enfin, c'est clairement très 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 fort là-haut. Enfin, juste les 10 premières minutes sont absolument dingues. Je préfère personnellement Wall-E à bien des égards, mais c'est totalement fou, quoi. Bon, Barbie, ça va aller. Alors, comment dire, voilà, encore une fois, regardez, c'est rose le like, c'est rigolo. Mais comment dire, c'est sympa. Moi, je suis de l'avis, en fait, tout le monde force avec Barbie. C'est pas le pire film de tous les temps. Vraiment, c'est pas le pire film de tous les temps. C'est pas la pire des merdes d'Hollywood ou un truc du genre. Il y a vraiment eu pire de la part d'Hollywood, hein, même dans le côté mercantile, ce que vous voulez, tout ça. C'est vraiment pas, par contre, un chef-d'œuvre. Genre, vraiment, là, encore une fois, il est au-dessus de là-haut. Il est au-dessus de là-haut. Il faut quand même que ce soit un sacré chef-d'œuvre pour être au-dessus de là-haut. Et je trouve que, personnellement, je me dis, mais quand même, faut se reposer. Parce que autant. Alors, le film est très drôle. Le film a des blagues super chouettes. Le film, il est critiquable en mode, ouais, féminisme libéral, tout ça, ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau des messages, au niveau de ce que ça essaye de dire, au niveau de plein de choses, hein, bien sûr. Au niveau du côté mercantile, ce que vous voulez. Ne serait-ce que pour ça, c'est quand même qu'il est vachement haut. Enfin, je l'aurais vraiment pas vu. Je pense. Allez, top 500 et peut-être même un petit peu en dehors, ou allez, quand même top 500 parce que c'est sympathique et qu'encore une fois c'est très drôle, c'est bien fait, un peu comme Dune aussi, hein, c'est presque la méthode de Warner, c'est de faire des films qui sont bien faits à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Mais là pareil, c'est un film qui est bien fait à tous les niveaux, les blagues fonctionnent bien, le scénario fonctionne bien même dans le film. Si vous avez une salle réactive, ça peut être une très très bonne expérience. Et puis ça a été un gros moment de cinéma, Barbenheimer, tout ça, oui, ce que vous voulez.
reste que c'est sympa sans plus, quoi. Enfin, il faut un petit peu redescendre au bout d'un moment. Le film, là, il est sorti il y a 2 ans. Est-ce que, enfin, ça a eu un impact au moment de sa sortie. Est-ce qu'on s'en souviendra dans 20 ans, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça aussi le truc. Ça a été un cap historique à plein de niveaux, mais pareil, ça a été un cap historique de féminisme libéral, de type, ça a été le premier film réalisé par une femme à générer plus d'1 milliard. Super. Bon, après, on peut peut-être aspirer à plus, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quand même très 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 haut. Encore une fois, c'est sympathique, c'est sympathique. Moi, je le jetterai pas non plus en pâture. C'est sympa, mais quand même, mais quand même, faut pas non plus abuser. Perfect Days, alors pour le coup, pareil, c'est un film qui était pas du tout dans le top, et je me dis putain, mais effectivement, c'est un film où, tout comme pour Killers of the Flower Moon, il va rester, je pense, dans les annales, il va rester dans les consciences, il va rester dans la tête des gens, je pense vraiment, parce que clairement, c'est un film d'une beauté absolument magnifique. Encore une fois, tout comme Killers of the Flower Moon, il y a beaucoup de rapprochements, je trouve, avec Killers of the Flower Moon, l'année de sortie, mais aussi le fait que ce soit des films faits par des vieux monsieur, j'ai envie de dire. Et là, clairement, enfin, je sais qu'il y avait des critiques que je trouve vraiment nulles sur le côté où ça glorifierait le travail. Faut vraiment pas avoir vu, je pense vraiment, faut pas avoir vu le même film pour voir ça, quoi. Enfin, clairement, je trouve qu'il y a, que c'est vraiment un petit peu abusé de dire ça de Perfect Days, parce que clairement, selon moi, bah, c'est un super film, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un film qui, je pense, est assez intemporel aussi. Tout comme Killers of the Flower Moon, il y a ce côté vraiment intemporel où tu pourrais le montrer dans 25 ans, ça marchera quand même. Tu pourrais le montrer il y a 20 ans, ça marcherait quand même. Enfin, vraiment, il y a un truc où c'est une sorte d'osmose vraiment des formes, des lieux, des visages, de l'image, du son. Enfin, tout est bien calibré, j'ai envie de dire. Et moi, Wim Wenders, récemment, j'ai vu Les Ailes du Désir, c'était pareil, tout était bien calibré. Il n'y a pas un truc à enlever, même dans l'intrigue, parce qu'on peut se dire l'intrigue avec la cousine, etc., c'est un petit peu compliqué. Mais en soi, bah, c'est super bien fait aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en dire de plus, quoi, j'ai envie de dire. Donc, clairement, pour moi, super chef-d'œuvre. Mériterait peut-être même d'être un peu plus haut. J'ai envie de dire, peut-être même d'être un peu plus haut, top 60, quelque chose du genre, il mériterait. Mean Girls, je ne l'ai pas vu, ou alors il y a très longtemps, je sais plus, mais ouais, je l'ai pas vu, donc je peux pas trop me prononcer a priori. Mais Askip c'est très bien. En fait, c'est un peu ça, c'est Askip c'est très bien, donc je vais pas en dire plus. Ça me paraît haut pour un teen movie qui a l'air très sympathique, hein, bien sûr, qui a l'air très sympathique, mais ça me paraît un petit peu haut. Mais c'est peut-être mes a priori aussi, donc voilà, je vais pas non plus remettre en question ça. Donc voilà, a priori, à voir. Le remake a fait beaucoup parler de lui aussi, remake récent, parce qu'Askip il était pas très bien, donc voilà. Tigre et Dragon, bah ça je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est très chouette. Enfin voilà, c'est très chouette, c'est introduction au cinéma d'Angly, au cinéma vraiment d'art martial, etc. C'est vraiment super chouette. Donc voilà, hein, rien de plus à dire, j'ai envie de dire, enfin voilà. Anatomie d'une chute, bon ça j'en ai parlé 10 000 fois, mais super film, vraiment super film qui vieillit bien et qui pareil, il y a ce côté intemporel, j'ai envie de dire, à ce côté où on pourrait le diffuser dans 20 ans, que ça n'aura pas pris, je pense, une ride. Donc super chouette. Gone Girl, pareil, c'est un peu les films à deux pans opposés du féminisme, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, il y a ce côté-là où Gone Girl, je sais qu'il y a eu des critiques par rapport à ça. Mais super film également. Enfin, clairement, d'une grande maîtrise. Dernier film de Fincher en salle, et c'était vraiment génial. Michael Clayton, je ne l'ai pas vu, je peux pas me prononcer. Le Prestige, du coup, de Nolan. Putain. Alors, je crois que, du coup, dans le top 500, il y a tous les films de Nolan. Quasiment. Peut-être il manque son premier, je sais plus. Insomnia, c'est ça, je crois, son premier. Je sais plus exactement. Mais bon. Alors, le Prestige, ça marche bien avec son plot twist. Mais c'est vrai que je suis curieux de le revoir en connaissance de cause de son plot twist. Parce que je trouve déjà, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, le plot twist est insignifiant. Enfin, j'étais pas dans le plot twist, j'ai envie de dire. J'étais vraiment pas dedans. J'étais pas dans l'intrigue. Je trouve qu'il y a vraiment des manquements un petit peu bizarres et où je me dis, ouais, ok. En fait, le plot twist est arrivé et je me suis dit, ouais, ok. C'est un petit peu tout, j'ai envie de dire. Et j'ai pas été non plus brainfuck par le plot twist en mode waouh, dingue. Je révèle pas ce que c'est, au cas où, si les gens veulent le voir. Bon, le film a quasiment 20 ans, mais au cas où. Mais j'ai pas non plus été transcendé par ce plot twist là. Bof, quoi, bof. Julie en 12 chapitres.
Bon, ça ira. Non, en vrai, alors, c'est sympa, mais je rentre vraiment pas dans le cinéma de Joachim Trier. Sauf Oslo 31 août, j'ai vraiment bien aimé. Mais son dernier, Valeurs sentimentales, j'ai pas accroché. Et Julien Douche Chapitre, je trouve même il y a un côté un peu réac, bizarre, qui m'a un petit peu déplu. Mais bon, faut bien des films de droite, hein, j'ai envie de dire. Euh, Boyhood, il y était aussi, je crois. De toute façon, j'ai la liste, c'est vraiment dans l'ordre des prochains films. Ok, ok. Mais Boyhood, bah, chef-d'œuvre dans comment c'est fait, hein, bien sûr. Mais j'avoue que c'est beaucoup un film où en soi on voit un petit peu l'histoire qu'il y a autour et on se dit waouh, c'est impressionnant, et on voit le film et c'est sympa. C'est un petit peu le problème quelque part, parce qu'avec une telle promesse de voir vraiment le film, de filmer le film sur 10 ans, je crois, quelque chose du genre, c'est assez dingue. Mais en même temps, il y a quand même un souci, je trouve, où le film il est sympa. Et c'est tout. C'est un petit peu ça le souci. Et c'est très sympa, c'est déjà super de faire un film sympa et c'est déjà super d'avoir une telle proposition. Mais quand même, quoi. Black Swan, bon bah super. Peut-être un des derniers films d'Aronofsky qui est bien. Parce que j'avoue, je sais. Oui, il y a eu Mother. En vrai, moi j'aime bien Mother the Whale et The Wrestler, c'était avant du coup. Et Make Out Stealing, j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais récemment. Enfin, vraiment très très mauvais. En tout cas, vraiment bof, quoi. Vraiment, on s'en fout. Mais oui, Black Swan, c'est vraiment super. Encore une fois, bon, je crois que Paprika était en dessous. Alors, même si c'est pas Paprika, c'est Perfect Blue, et que Perfect Blue est sorti avant les années 2000. Donc, il peut pas être là. Mais voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu dégueulasse, c'est que le respect de Satoshi Kon, qui a inspiré en grande partie Black Swan, est un petit peu disparu. Mais bon. Spotlight, je ne l'ai pas vu, je peux pas me prononcer. J'ai l'impression que c'est une sorte de fraude en termes de vol de statuettes des Oscars, mais bon, je peux pas me prononcer, hein, bien sûr. Uncut James, bah, c'est génial. De toute façon, on en a déjà parlé ici avec Toré. Je rejoins ses analyses là-dessus, sur le côté absolument fou et vraiment super bien maîtrisé. Tree of Life, je l'ai vu il y a très longtemps et j'avoue que j'avais pas particulièrement accroché. Mais il faudrait que je le revoie. Je pense que c'est un film, je l'ai vu beaucoup trop jeune, je l'ai vu beaucoup trop tôt dans ma cinéphilie, mais il faudrait absolument que je le revoie. Florida Project, je sais pas si je l'avais vu lorsque j'avais fait la première partie, parce qu'il me semble qu'il était également dans le top 100 des critiques. Mais clairement, super film, super film. Alors, c'est pas mon préféré de Sean Baker, je préfère Tangerine qui était déjà passé avant. Je préfère dans l'ordre, ce serait Tangerine, Red Rocket, Anora et Florida Project. Dans ses films, vraiment, depuis qu'il a choisi sa police d'écriture là, à la con. Mais clairement, Florida Project, je trouve, c'est un des plus faibles, même si j'apprécie bien, hein, la proposition, j'apprécie bien comment ça montre l'Amérique proche du Disneyland, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté proche du rêve, quoi, quelque part, qui est vraiment très beau. Mais en même temps, je trouve le film, il y a plein de longueurs, enfin plein de moments où je me dis, je m'en fous un peu. Genre, j'ai compris, en fait, j'ai envie de dire, j'ai compris, je sais déjà où tu veux aller, je sais déjà où tu vas, je sais déjà ce qui s'est passé, ça va. Mais c'est un petit peu le problème que j'aurais, quoi. Yéyi, j'en ai parlé récemment parce que je l'ai vu, du coup, entre temps. Bah, je comprends. En vrai, je comprends. En fait, c'est le genre de film où je suis sorti de la salle, je me suis dit, ouais, c'était bien. Et plus le temps passe, plus j'apprécie. Alors, il y a des trucs, notamment, si je devais trouver vraiment un défaut, c'est. Du coup, il y a plusieurs intrigues qui s'entremêlent dans Yéyi. Je trouve que l'intrigue avec le père de famille et sa boîte à la con, là, Ado, Oda, où il y en a un qui fait des contrefaçons de l'autre, etc. Oh, on peut s'en passer, mais clairement, tout le reste, enfin le discours avec la mère, notamment la mère en pleurs de je sais pas quoi faire de ma vie, etc. Le gamin qui est absolument, je sais plus comment il s'appelle, c'est Yang Yang, voilà, Yang Yang, incroyable, vraiment incroyable. Et toutes les intrigues autour avec sa sœur également, enfin vraiment, et le daron en dehors du coup de cette intrigue là avec la société, les deux sociétés là, incroyable, il en aura farming constante, mais ça marche super bien et je trouve que c'est vraiment, enfin pour le coup j'avais peur de ressentir un peu trop la longueur parce que c'est un film qui dure quasiment 3 heures, mais je trouve que non seulement on la ressent, et en plus c'est bien fait, quoi. Enfin vraiment, les plans sont absolument magnifiques, les plans, je crois il y a peut-être, je sais pas, une centaine de plans sur 3 heures, ce qui est très ridicule. Mais clairement, c'est magnifique, son utilisation du temps, son utilisation de la caméra. Ça a son côté où il se réfrain un petit peu de filmer certaines choses. Et je trouve que c'est vraiment super chouette, quoi. Super chouette. Tar, bon bah j'avais dit qu'il fallait bien un film de droite avec, avec Julien Douche-Chapitre, il en fallait deux visiblement. Je suis vraiment pas fan de Tar, c'est un film, j'ai failli quitter la salle avec mon ex à l'époque et clairement,
Je trouve ça grossier quelque part et je trouve ça vraiment assez, enfin j'ai envie de dire pitoyable, mais bon je vais pas le dire par respect, mais clairement moi je suis sorti du film, je me suis dit ouais c'est une bonne bande démo pour Cate Blanchett, c'est tout, c'est clairement tout, donc bon. The Handmaiden, c'est Mademoiselle, c'est ça, si je me trompe pas. Tac, tac, tac. Oui, c'est Mademoiselle. Chef-d'œuvre absolu de Park Chan-wook, vraiment. Un des rares films vraiment sur le lesbianisme, j'ai envie de dire. Mais clairement, c'est super, super chouette. Et on est vraiment. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un film d'action et en même temps un film érotique qui est vraiment à la croisée des genres et qui marche super bien. Je trouve que c'est vraiment assez bluffant. Et tout nous intrigue en fait dans le film. Il y a vraiment un côté très ludique avec le spectateur. Et je trouve que ça marche super super bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en vrai. Il faudrait que je le revoie. Je pense que c'est un des films que je me remettrai si un jour j'ai l'occasion. Mais clairement c'est super super chouette. Et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment déjà visuellement bon, c'est magnifique hein, tout du long. La lumière, comment c'est éclairé, les décors, etc. C'est magnifique. Mais surtout, les interprétations des actrices sont folles. Enfin, vraiment, tout est bien fait dans ce film-là. C'est un chef-d'œuvre. Il mérite amplement d'être là, en tout cas. Oh Brother, je m'attendais pas à voir Oh Brother aussi haut. Bah dis donc, bah tant mieux parce que Oh Brother c'est vraiment chouette. Sur ces idiots, ces sortes d'idiots des frères Cohen là, comme ils sont habitués à les avoir. Et clairement bah c'est super bien fait, c'est super chouette. C'est un bon petit film. Je l'aurais peut-être pas vu aussi haut. Mais clairement ça mérite d'être dans ce genre de top 500. Après voilà, aussi haut en mode top 66 au-dessus de Mademoiselle, c'est un petit peu fort de café. Mais, allez, vas-y, pourquoi pas. Fantastic Mr. Fox, bah super chouette. Alors, je préfère, je vais me répéter, je pense, par rapport à L'île aux chiens, mais je préfère quand Wes Anderson fait dans l'animation. Et je trouve que dans Fantastic Mr. Fox, j'ai moins aimé peut-être que L'île aux chiens. Je trouve que Fantastic Mr. Fox, c'est chouette. Mais en fait, j'ai ce côté-là, un petit peu rageux par rapport à Wes Anderson, de me dire, si c'était n'importe quel autre réal que Wes Anderson, on aurait dit « Ah, c'est un film sympathique ». Et c'est mauvais de réfléchir comme ça, c'est toujours mauvais de réfléchir comme ça, parce que si c'était un autre réal que Wes Anderson, ça aurait pas cette gueule-là, etc. Voilà. Mais je pense que c'est un film qui a beaucoup bénéficié de cette aura qu'avait Wes Anderson, et que, en fait, ça a un peu trop catégorisé la stop motion comme c'est bien quand c'est des vrais auteurs derrière. C'est pareil pour oui, c'est pas Tim Burton qui a réalisé L'étrange Journée de Monsieur Jack, mais pour Tim Burton. C'est pareil pour plein de réals qui font de l'animation par moment. C'est de se dire, ah là, c'est enfin un vrai film, j'ai envie de dire. Mais clairement, pour moi, ça fait enfin, c'est très chouette quand même, Fantastic Mr. Fox, hein, je tiens à le dire. Il y a des super scènes, il y a un naturalisme vraiment dans les scènes. Enfin, il y a un naturel vraiment dans les scènes. Un naturalisme, vraiment le débile qui disent. Il y a un naturel vraiment dans les scènes qui est absolument fou. Alors que c'est des marionnettes, quoi. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est de l'animation en volume. Donc, clairement, c'est vraiment, vraiment dingue. Et c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est juste vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc, bon. Heure, j'en avais déjà parlé, super film d'incel, vraiment un plus grand film sur les incels peut-être, qui prouve, parce que je crois que ça se passe en 2025, hein, si je me trompe pas, ou en 2023 peut-être, un truc du genre, qui prouve que ChatGPT c'est le mal, et surtout, voilà, l'anecdote qui ressort tout le temps, je crois que je l'avais ressorti lorsqu'on parlait de Lost in Translation, l'anecdote c'est que Lost in Translation et Her parlent de la même relation, c'était la relation entre Spike Jonze et Sofia Coppola, qui visiblement s'est mal passé sur la fin, puisque du coup Sofia Coppola a fait Lost in Translation et Spike Jonze a fait Her. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là où je pense pas que la relation ait été très saine et que ce soit très bien terminé entre les deux. Blade Runner 2049, alors, hot take, mais je le préfère au premier. Alors, je sais, le premier, voilà, révolutionnaire, absolument incroyable, il a pas pris une ride, ce que vous voulez, est-ce que Descartes était un replicant ou pas, tout ça, ça, d'accord. Mais je trouve que dans ce 2049, il y a un nihilisme qui s'en dégage, qui est absolument bluffant, surtout un message de type « Tu n'es pas le héros, ferme ta gueule », c'est incroyable, enfin vraiment, moi j'adore, et je trouve que il y a quand même ce côté où cette quête par ce Ryan Gosling de savoir si c'est un héros, savoir si c'est quelqu'un savoir si c'est quelqu'un qui est dans la lignée de quelque chose de grand, c'est magnifique clairement. Et je sais qu'il y a des débats autour du fait
ramener du coup Descartes, donc Harrison Ford dans le film. Je trouve que ça rajoute quand même quelque chose aussi dans cette lignée-là. Bon, déjà, ça rajoute pour vendre le film, hein, bien sûr, mais je trouve que ça rajoute aussi dans cette lignée de on est obligé de retomber là-dedans. Il y a un dialogue absolument magnifique sur la fin. Notamment avec bon, du coup, mini spoil, mais il y a le retour du coup du personnage féminin de Blade Runner, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui est là à un moment, et en fait c'est une reproduction absolument parfaite du personnage de l'époque, vraiment avec du de-aging absolument bluffant, et Descartes qui la voit et qui dit elle n'est pas ressemblante. Elle avait les yeux verts, je crois, quelque chose du genre, ou alors elle n'avait pas les yeux verts, quelque chose comme ça. Je crois que le dialogue est comme ça, et je trouve ça absolument dingue. Je trouve ça vraiment, vraiment génial, et je trouve que ça en dit énormément sur la pratique des VFX, sur la pratique des CGI aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment génial, et c'est bien malin en vrai comme film. Je trouve que c'est vraiment très, très malin comme film, et je trouve que ça déborde vraiment d'idées aussi, enfin vraiment visuellement c'est magnifique, hein, bien sûr, et je trouve que c'est vraiment l'un des gros chefs-d'œuvre de Villeneuve, hein, évidemment. Hérédité, bah du coup oui, j'en ai déjà parlé un petit peu avec Ari Aster. Je suis pas fan d'Hérédité. C'est vraiment, je suis pas un grand fan d'Hérédité. Je comprends et c'est sympa. En vrai c'est sympa, c'est bien joué, c'est bien interprété, on est impacté par le film, bien sûr, il y a des jumpscares horribles, mais en soi, ouais bon. Ouais, bon, sympa, quoi. C'est un petit peu ça que j'ai ressenti à la fin, quoi. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est... on l'oublie assez rapidement, quoi. C'est un petit peu ça. Enfin, moi, personnellement, je l'ai oublié assez rapidement. C'est un petit peu le problème. Memento, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais bon, encore un Nolan, hein, bien sûr, encore un Nolan. Et clairement, moi, oui, bon, oui. Alors, c'est très bien. Non, en vrai, c'est très bien. Je dis ça, mais c'est très bien, Memento, hein, bien sûr. Je crois que c'est son second film, hein, Memento, à l'époque. Il avait déjà fait... alors Following qui du coup était avant, mais non, c'est son deuxième, ok, c'est son deuxième. Ok, mais c'est le premier qui peut être qualifié ici, j'ai envie de dire. Et clairement, bah, c'est super bien fait, c'est super bien construit. Un peu d'effet d'esbrouf quand même sur cette construction-là, je trouve. Mais clairement, c'est quand même bien fait, quoi. On peut lui reconnaître ça à la limite. Little Woman, je ne l'ai pas vu, malheureusement, Little Woman. Les filles du Docteur March, c'est ça, il me semble, en VF. Je ne l'ai pas vu, apparemment c'est très chouette. J'ai vu des critiques autour des costumes. J'ai vu une grosse vidéo critique autour des costumes de Little Woman, qui était assez fascinante, alors que j'ai pas vu le film, mais qui était assez fascinante. Donc ça a l'air sympathique. Django Unchained, qui n'était pas dans la liste d'ailleurs, ça m'avait surpris effectivement qu'il soit pas dans la liste des top 100 des meilleurs films du 21e siècle. Bah super chouette, enfin clairement super chouette. C'est quand même un film vraiment d'une telle violence pour du Tarantino, et pour du Tarantino en plus. Mais quelque part il y a ce côté extrêmement jouissif tout de même, hein, de voir cette telle violence là s'éparpiller à l'écran. Je trouve que c'est vraiment, enfin ça marche super bien. Et je trouve que c'est un film qui fonctionne comme du pain, quoi, comme du pain, enfin c'est un film qui vraiment fonctionne chez tout le monde, je pense, parce qu'il y a ce côté ultra jouissif. Tarantino de toute manière a ce côté vraiment où il va comment dire, il va transcender la cinéphilie des gens. C'est-à-dire que c'est autant un cinéaste qui est très accessible pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, pour le grand public, que pour les critiques. Et ça, c'est assez dingue. Donc vraiment, c'est super chouette, Django Unchained. Mais je l'ai vu il y a très longtemps, bon je vais pas non plus trop déblatérer dessus. Ratatouille, bon bah Ratatouille, le chef-d'œuvre de Pixar, hein, selon moi, vraiment, enfin plus j'y pense, plus je l'aime, et plus je me rapproche d'un rapport à la cinéphilie, plus je l'adore, vraiment je l'adore, et je trouve que c'est vraiment génial, et c'est super chouette, et c'est vraiment incroyable, et encore une fois c'est un film sur la cinéphilie, c'est un film, le discours d'Anton Ego est absolument prodigieux dans le film, enfin vraiment c'est super chouette. Donc clairement, pour moi, c'est mérité, mais mérité à fond de le mettre là, quoi. Ocean's 11, alors je sais plus s'il était dans la liste, tac, non il était pas, pardon. Enfin il était déjà, pardon, mais du coup, bah Ocean's 11, chef-d'œuvre, magnifique comme film. Vraiment absolument incroyable, enfin d'une maîtrise totalement folle. Je tiens à dire tout de même que les Oceans du coup, de manière générale, toute cette saga, je préfère genre le 13 au 12 et je préfère le 12 au 11 parce qu'en fait ils sont dans un niveau où le premier il est très rigoureux, rudimentaire, c'est une sorte enfin allez, la pire description de Ocean's 11, c'est une sorte de hit en un peu moins sérieux.
Et par contre, en fait, ça part dans des trucs où dans le 12, il y a si je me trompe pas, c'est dans le 12 qu'il y a la danse de Vincent Cassel pour éviter les lasers. C'est incroyable. Et dans le 13, si je me trompe pas, il y a un moment où ils extraient avec un aimant un coffre géant. Et je trouve ça, mais grandiose, vraiment grandiose. Enfin, c'est absolument dingue. Et je trouve que c'est vraiment incroyable. Et clairement, pour moi, enfin, je trouve que les films sont de plus en plus loufoques, entre guillemets, et s'assument de plus en plus dans un côté camp, kitsch un petit peu. Le premier est super chouette déjà, parce qu'il y a ce côté vraiment ultra sérieux et en même temps en fait sérieux dans le loufoque, j'ai envie de dire, qui est super bien construit, mais je sais que je préfère le 12 et le 13, mais en même temps je suis tout seul, j'ai l'impression à avoir cet avis là, donc bon. La zone d'intérêt, bon bah chef-d'œuvre, il mériterait d'être plus haut, j'ai envie de dire, il mériterait d'être top 20 peut-être, un truc du genre, parce que encore une fois bah, c'est un film, c'est si important. J'ai lu récemment une interview de Johan Chapoutot sur la zone d'intérêt. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, il est assez brillant dans les mots qu'il dit sur le fait que c'est le film le plus important, et presque sur la Shoah depuis Shoah de Claude Lanzmann, quoi. Enfin, clairement, c'est assez fou de faire un film d'un tel brio qui balaye un petit peu tous les débats qu'on peut avoir autour des films sur la Shoah, qui balaye un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est vraiment absolument brillantissime, hein. Clairement. Donc bon. Ensuite, Itumama Tambien, donc je l'ai pas vu si je me trompe pas. Tac, j'ai la liste à côté avec mon letterbox de connecté, mais je ne l'ai pas vu personnellement. En fait, j'ai cru l'avoir vu. J'ai cru l'avoir vu. Non, mais j'ai cru l'avoir vu je crois quand on faisait le top des 100 des critiques, mais en fait, je confonds avec un autre film qui s'appelle un truc en mode La Pluie, je sais plus exactement. Je sais plus comment il est sorti. Mais clairement, à voir, apparemment c'est très chouette. De toute façon, du Quaron, c'est toujours super bien maîtrisé, évidemment. Je sais qu'il y avait eu des débats sur les films de Quaron récemment dans le chat, dans la VOD, pardon, sur YouTube. Le Loup de Wall Street, bon bah chef-d'œuvre, hein. De toute façon, voilà, j'en ai déjà parlé quand je parlais de Scorsese. Superbad qui était top 100, qui là se retrouve top 53. Bonne augmentation. Alors moi je comprendrais qu'il soit top 100 parce qu'il est ultra marquant et qu'il est super bien fait, enfin il est super bien quadrillé, quoi, clairement, un peu comme Zao Soul, Winter Break, tout ça, enfin des trucs du genre. C'est vraiment un classique pur et dur, j'ai envie de dire, mais clairement c'est super chouette, donc bon. Alors en vrai, c'est film super important, il est sorti au bon moment, très bon film. Voilà, je vais pas revenir sur la critique qu'il y a eu, j'en ai parlé ici, j'en ai parlé quand il y avait la critique de Durandal autour du film, etc. C'est super bien, non mais c'est super bien quand même, Sinners, on peut se le dire, c'est super bien. Top 52, au-dessus de genre Mademoiselle, au-dessus de Là-haut, au-dessus des Indestructibles, au-dessus de Killers of the Flower Moon, au-dessus de la zone d'intérêt. Ne me faites pas dire qu'il n'y a pas un petit biais de récence, parce que là c'est l'année même. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont sortis de la salle qui se sont dit c'est incroyable, le IMAX c'est absolument fou. Faut voir un petit peu les souvenirs qu'il y en reste. Je pense que c'est un film qui est super chouette, qui va probablement rester dans les mémoires, ne serait-ce que pour la suite de la carrière de Ryan Coogler, de Michael B. Jordan, qui vont, je pense, bien exploser avec ce film-là. Bon, déjà qu'ils étaient déjà au sommet avec Black Panther, etc., bien sûr, mais je pense et Creed également, bien évidemment, mais je pense quand même qu'il y a un gros biais de récence autour du film, parce que il est super bien construit, ok, mais alors moi je sais que je me suis un peu fait chier au début, mais ça c'est personnel. Je pense que voilà, il y a ce truc où aussi c'est un film qui est super bien fait à plein de niveaux, mais en même temps, en fait aussi c'est dur de le critiquer à plein d'égards, bien sûr, je vais pas le critiquer au niveau des messages, moi je suis tout à fait d'accord avec le message, je trouve qu'il est super bien fait, mais esthétiquement je trouve qu'il y a des petits problèmes aussi, quoi. En tout cas, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de Sinners, notamment aux États-Unis, parce que autant voilà, en France, moi je comprends que les gens en fassent beaucoup, parce qu'en France le film a bien marché, mais sans plus. C'est aux États-Unis que ça a été un putain de carton. Je crois que ça a fait 80% de son box-office uniquement aux États-Unis. Donc c'est vraiment super chouette pour eux. Mais en tout cas, c'est bien que ça ait marché. Moi je suis content que ça ait marché. 52, faut pas abuser non plus. Almost Famous, j'ai toujours pas vu. Pride et Préjudice, donc est-ce que je l'ai vu celui-là? Non, j'ai pas vu, pardon, c'est pas celui que j'avais vu. Il y a un autre film de Joe Wright, c'est Anna Karenina et Atonement. Atonement qui a pour nom français. Qui a pour nom français. Reviens-moi, voilà, Reviens-moi. Mais ces deux films-là, je les ai vus, mais j'ai pas vu Pride et Préjudice, donc c'est Orgueil et Préjugés.
Je l'ai pas vu malheureusement. Avec pourtant le mec de le mec de Succession que j'adore en plus, Matthew McFadyen. Mais en tout cas, ça a l'air chouette. Memories of Murder, bon bah chef-d'œuvre évidemment, hein, bien sûr, je vais pas me répéter, mais chef-d'œuvre absolument incroyable, le regard caméra de fin, enfin voilà, tout est bien fait. Moi je vois, enfin et je sais qu'il y a une histoire, une sorte d'entremêlement avec Fincher. Je sais que ça en a parlé dans la VOD il a vu Seven, il a voulu faire Memories of Murder. Fincher a vu Memories of Murder, il a voulu faire Zodiac, enfin des trucs du genre. Il y a eu une sorte de ping-pong entre les deux qui a donné des chefs-d'œuvre, donc c'est magnifique. Mais je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais voilà. Mais en tout cas, ça mérite d'être là, hein, ça c'est sûr, hein, on peut se le dire. Kill Bill volume 1, bah dis donc. Alors, il y avait le volume 2, je crois, plus tôt. C'est vrai que le volume 1, il y a plus de scènes marquantes. Ça, on peut se le dire. On peut se dire qu'il y a plus de scènes marquantes. Il y a la scène, la grande scène où ils sont entourés de plein de gens, etc. Enfin, voilà. Qui était vraiment super chouette. Il y a vraiment à boire et à manger, hein, bien sûr, dans celui-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est un film qui a bien plus marqué, j'ai l'impression, que le deuxième volume. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite. Past Lives, bon, biais de récence, ça c'est fou. Parce que, encore une fois, bah, c'est sympa, mais vous découvrez les films de la nouvelle vague, vous découvrez les films de Romer, vous découvrez les films comme ça, qui sont assez posés, assez lents, où c'est beaucoup sur des non-dits et sur des petits regards d'acteurs, etc. Un peu moins bien en plus, je trouve, pour Past Lives. C'est un petit peu relou. Alors Selling Song, moi en soi je n'ai rien contre elle, hein. D'ailleurs je trouve que Materialist c'était sympa sans plus. Je trouve que encore une fois, et Past Lives j'ai pas non plus détesté, je trouve que c'est un bon film, mais quand même il est haut. Quand même il est haut, je trouve. Je l'aurais vu plus bas, je l'aurais pas vu en dehors du top 500, mais je l'aurais vu plus bas. Amélie Poulain, ouais, bah il faut se dire aussi que Amélie Poulain, je crois que ça fait 5 millions d'entrées aux États-Unis, c'est assez énorme pour un film français. Donc forcément ça a extrêmement marqué, hein, ça c'est sûr et certain. Donc bon, c'est normal qu'il soit là, j'ai envie de dire. Phantom Thread, j'ai toujours pas vu, c'est le dernier Paul Thomas Anderson qu'il faut que je rattrape impérativement, et après je les aurais tous vus. Normalement j'ai même vu Hard 8. Donc voilà, il faut que je le rattrape, il faut que je le voie de toute manière avant une bataille après l'autre, comme ça j'aurais tout vu de lui. Ça a l'air d'être son chef-d'œuvre parce que je sais que Inherent Vice a été mal reçu de ce que j'ai pu en entendre, alors que je trouve qu'il est vachement bien Inherent Vice. Enfin j'étais vraiment bien dedans, mais bon on en reparlera. Mais clairement je sais que c'était son grand retour et un de ses grands films entre guillemets, parce que en plus dernier film de Daniel Day-Lewis, donc voilà, grand cru à ce niveau là. Wall-E, bon bah Wall-E de toute façon j'en ai déjà parlé, un gros chef-d'œuvre, je pense peut-être mon préféré. En fait voilà, mon préféré c'est Wall-E, mais je trouve leur chef-d'œuvre, si je devais essayer d'être plus objectif, c'est Ratatouille. C'est là où c'est un petit peu où il faut suivre, j'ai envie de dire. Mais clairement grand film, grand cru. Les deux tours qui n'étaient pas dans le top d'ailleurs, parce qu'en fait dans le top de base il y avait juste la communauté de l'anneau, et là du coup il y a les deux tours également. Alors je vous avoue, déjà je confonds souvent les trois, donc je crois que les deux tours du coup c'est le deuxième. Je sais plus exactement ce qui s'y passe dedans, parce que moi j'entremêle un petit peu toute la trilogie, j'ai envie de dire. Mais bah, de souvenir c'était super chouette quoi. Enfin de souvenir c'était super chouette, j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à la communauté de l'anneau, hein, j'ai envie de dire. Little Miss Sunshine, il me semble pas qu'il y était. Si, il y était. Bah oui, c'est petit film Feel Good. Alors, il est haut quand même, hein, je trouve. Quand même, ce Little Miss Sunshine, il est haut. Il est quand même. Ouais, il s'est un petit peu abusé parce que c'est très chouette, c'est bien fait, c'est sympa. Oh, mais quand même, quoi. Alors, après, beau casting, hein, en vrai. Putain, c'est vrai que c'est un beau casting. Enfin, je me rendais pas compte que c'était vrai que c'était Paul Dano, Toni Collette, effectivement, aussi, Steve Carell. Donc, c'est un plutôt beau casting. Mais c'est vrai que restons calmes, tout de même, restons calmes. C'est sympa, mais ça mérite pas mieux que le top 300, quoi, j'ai envie de dire. Zodiac, moi je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un Fincher, je suis passé un petit peu à côté. Je vois la maîtrise, je vois à quel point c'est bien fait, je vois à quel point ça a pu être prodigieux quand tu le vois pour la première fois en salle, etc., au moment où il sort. Je sais que je suis un petit peu passé à côté, je préfère The Social Network, hein, de manière personnelle, mais je comprends qu'il soit haut, je comprends qu'il soit là. Il est un petit peu haut, mais probablement qu'il le mérite et qu'il faudrait que je revoie de toute manière. Oldboy, gros, bah oui, bon, c'est le premier film que tu découvres quand tu découvres le cinéma coréen, j'ai l'impression, Oldboy, à bien des égards, et autant commencer par un chef-d'œuvre, les gens ont tout à fait raison de commencer par lui, et c'est mérité, hein, en vrai, c'est mérité, bien évidemment. Le labyrinthe de Pan, oui, je vais un petit peu vite parce qu'en vrai, je veux passer vite vers, vers les films suivants, et vous comprenez bien, mais le labyrinthe de Pan, bah, c'est un chef-d'œuvre, enfin, c'est vraiment super chouette. Ah, pardon. C'est vraiment super chouette.
J'avoue que je l'ai pas revu depuis très longtemps. C'était peut-être un de mes premiers Del Toro. Je l'ai pas revu depuis très longtemps, faudrait que je le revoie, mine de rien, pour un petit peu plus comprendre maintenant qu'il y a Del Toro, que ces films sont sortis, etc. Je pense que quand même ça peut être intéressant de les revoir maintenant que je connais un peu plus son cinéma. Je crois que c'était un des premiers que j'ai vu de lui, donc clairement à voir. Call Me By Your Name de Guadagnino, super film pédophile. Je me souviens, il y avait un top 5 des films pour les pédophiles. Il y avait genre Lolita, Léon, Call Me By Your Name, et il y en avait d'autres, je sais plus exactement. Mais il y avait du coup Call Me By Your Name, et c'est vrai que c'est là, mais et c'est abordé. C'est là aussi où le film est plutôt bon, c'est que c'est abordé quand même cette différence d'âge. C'est tout du long. Alors c'est pas abordé en mode. En fait, moi ce qui me dérange, c'est que il y a plein de gens qui disent ouais, film pédophile et ça l'aborde pas. Ça l'aborde. C'est juste il y a pas une scène spécifique où ça dit alors oui, c'est une relation pédophile. Genre vraiment, genre juste c'est abordé tout du long. Mais les gens ne le voient pas visiblement. Ça, je ne comprends pas hein, clairement. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas abordé comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le voient pas, quelque part. Donc, clairement, c'est assez regrettable, quoi. Clairement, c'est un film qui, en soi, je trouve pas que ce soit le plus grand film de tous les temps. Je trouve pas que ce soit le film le plus dingue de Guadagnino. Même, j'ai préféré son Queer sorti en début d'année. Mais je trouve qu'il se défend, hein, clairement. Donc, bon, c'est pas mauvais. En tout cas, je le trouve un petit peu haut, quand même. La Cité de Dieu. Peut-être un poil plus bas, mais clairement, il mérite d'être là quand même. Il mérite d'être là. Enfin, il y a clairement quelque chose qui se passe avec ce film où c'est pareil, une maîtrise dans le chaos. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une maîtrise dans le chaos aussi, c'est la Cité de Dieu, où tout se passe très bien. Enfin, tout se passe bien au niveau de la caméra, j'ai envie de dire. Et tout est parfaitement bien fait, mais en même temps, tout est chaotique là-bas. Donc, c'est clairement un chef-d'œuvre. Lady Bird, moi je suis pas très fan de Lady Bird, mais je comprends les gens qui sont fans, je comprends les gens qui aiment bien, mais moi pourtant cheveux rouges je devrais apprécier, mais je suis pas très fan. De toute manière je suis pas très fan du cinéma de Greta Gerwig hein, de manière générale, du peu que j'ai vu, c'est-à-dire ces deux-là, mais clairement je suis pas très fan, et en même temps il y a plein de films il y a plein de scènes que j'aime bien dans le film, il y a plein de trucs que je trouve vraiment ultra pertinents, mais je suis pas trop rentré dedans non plus quoi. After Sun, bon, bah, il faut bien un film pour les hétéros. Non, je plaisante. En vrai, bah, film super chouette. Je trouve qu'on en a fait beaucoup, qu'il y a un gros biais de récence, évidemment, autour du film. Mais ça touche les gens dans leur cœur. C'est pour ça qu'il est là, hein, généralement. C'est que ça touche les gens dans leur cœur, ça touche les gens par rapport à leur relation avec leurs parents, etc. Je comprends qu'il soit là. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui l'aient mis dans leur top 10, parce que, rappel, c'est un top 100 d'après des top 10 individuels. Donc c'est normal qu'il y ait plein de films qui soient très hauts alors qu'on n'estimerait pas qu'ils devraient être là, j'ai envie de dire. Mais je comprends qu'il est là, quoi. Je comprends qu'il est là. Into the Spider-Verse qui n'était pas dans le top 100, ce qui est une honte, clairement, parce qu'il mérite amplement d'être là. Il mérite même amplement d'être là. Place 34, c'est bien, hein, même peut-être un petit peu plus haut. Mais clairement, il mérite amplement d'être ici, il mérite amplement d'être là, il mérite amplement tous les louanges qu'il peut avoir. Et c'est un film révolutionnaire, c'est clairement un film révolutionnaire. Ça, il faut le reconnaître. Et révolutionnaire avec Spider-Man en plus, enfin, c'est ça qui est fou, j'ai envie de dire. C'est ça qui est dingue, c'est que tu prends une des plus grosses licences où tu sais que tu peux sortir de la merde au cinéma et faire quand même des millions d'euros et des millions de dollars, et tu sors ça. Tu te fais quand même chier à faire ça. Donc clairement pour moi c'est vraiment génial quoi. Vraiment génial. Gladiator, faudrait que je le revoie en vrai. Gladiator, je l'ai vu quand j'étais jeune. Je sais que voilà, il y a quand même ce côté où pareil, c'est un classique indémodable, j'ai envie de dire. Même le 2 n'a pas réussi à le démoder. mais clairement, c'est quand même ce rise and fall absolument. Enfin, ce fall and rise du coup, plutôt, on va dire. Qui est absolument dingue. Et clairement, faudrait que je le revoie. Faudrait vraiment que je le revoie. Lost in Translation, j'en parlais tout à l'heure avec Spy Jones et Her. Mais en vrai, il faudrait que je le revoie aussi, Lost in Translation. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je crois que je me suis à moitié endormi pendant le film. Mais en soi, faudrait vraiment que je le revoie. Je pense qu'aujourd'hui, je comprendrais mieux. Parce que je vous avoue que Sofia Coppola, j'ai pas tout vu d'elle, mine de rien. Mais j'ai pas trop aimé Marie-Antoinette. J'ai bien aimé les proies. J'ai bien aimé les proies, mine de rien. Et Priscilla, j'ai bien apprécié aussi. Je sais que Priscilla, il y avait plein de gens qui disaient ouais, le film est chiant, etc. Moi, je trouve qu'il est assez... justement qu'il est chiant. Et il faudrait que je vois aussi The Virgin Suicide. Mais clairement, il faudrait que je me rattrape un peu plus de sa filmo. Parce que, en vrai,
c'est intéressant dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a vraiment un œil d'autrice très très pertinent et qui est pas juste du parce que je sais que les gens la mettent dans je sais pas féminisme libéral, des trucs du genre. Je trouve que c'est débile de la mettre là-dedans, mais clairement c'est beaucoup du cinéma de l'ennui et ne serait-ce que pour ça j'apprécie sa démarche. Before Sunset c'est le dernier, si je me trompe pas c'est le dernier. Before Sunrise, Before Sunset, Before... Non c'est celui du milieu qui est pas le meilleur mais vas-y allez pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pas le meilleur. Moi, de toute manière, encore une fois, tout comme le triptyque Seigneur des Anneaux, je trouve qu'il y a quand même un côté où, effectivement, je les confonds toujours un peu tous entre eux. Donc bon, c'est un petit peu ça le problème avec ce genre de film-là. Brokeback Mountain, bah c'est chouette, après j'en ai plus trop de souvenirs, c'est ça le problème. mais c'est chouette de souvenirs, c'est chouette quand même. Ce que ça fait, comment ça place les acteurs notamment, c'est vraiment très très bien fait. C'est très très bien fait. De toute façon, là, voilà, il y aura beaucoup de répétitions jusqu'à la bouse. Once Upon a Time in Hollywood, bah, ça, de toute façon, on en a parlé sous deux différents angles, entre Pas comme Tellement et qui a pas aimé, qui a été déçu par le film, et Jean-Baptiste Toré qui en a parlé très longuement sur la troisième partie de son bingo. Donc, je trouve que les deux avis se valent, hein, quelque part, et je comprends les deux avis. Clairement, il y a un truc qui se passe avec ce film-là où c'est assez pertinent de le mettre, soit de le détester, soit de l'adorer. Vraiment, c'est ça qui est dingue hein, avec ce film-là. Mais en tout cas, je trouve que il mérite d'être là parce que clairement, je pense que c'est un film qui va très 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 bien vieillir avec le temps. La famille Tenenbaum. Alors, j'en ai des plutôt bons souvenirs mine de rien. Enfin, ça va, c'est rigolo quand même, c'est rigolo. J'avoue que les personnages, il y a des moments où ils m'intéressent pas trop, ça dépend des persos. Quand tu fais un film comme ça, aussi vaste, il y a des personnages qui sont moins intéressants que d'autres forcément, mais j'en garde quand même des bons souvenirs. Bon, Dune partie 2, faut aller se faire foutre, parce que clairement, alors, autant, voilà, je disais que j'avais bien aimé Dune partie 1, qui est sympa. Reste que Dune partie 2, faut aller se faire voir, faut aller se faire voir, parce que, clairement, pour moi, il y a quand même ce côté où, enfin, autant d'une partie 1, je trouve il y avait des choses intéressantes, autant le 2, il y a quoi de bien dans une partie 2? Enfin, moi, je comprends pas là-dessus. Il y a quoi de bien dans une partie 2 qui n'était pas dans le 1? Parce qu'autant, voilà, il y a des choses sympas, mais il y a quoi qui n'était pas dans le 1, qui soit pertinent? Parce que moi, vraiment, je vous avoue, j'ai l'impression, le film, il a duré 5 secondes, il y avait 3 scènes, et c'est tout quoi, enfin j'ai vraiment cette impression là du film. Alors pourtant il est long, hein. C'est vraiment, j'ai bien ressenti la longueur hein, pourtant, mais clairement moi j'ai pas du tout été dedans, j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça mauvais, vraiment mauvais, hein. C'est vraiment, enfin j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Et autant je veux dire c'est bien fait, c'est bien construit, voilà, tout comme le Dune partie 1, mais au moins le Dune partie 1, ça te faisait naviguer dans plein d'environnements différents. Là, j'avoue que, en fait, comme le message se précisant plus, je suis vraiment pas trop confiant de la suite. Mais clairement, moi, je trouve que c'est à abuser de mettre une partie 2 aussi haut, hein, clairement. Portrait de la jeune fille en feu. Bah, en vrai, plus j'y pense, plus je l'aime bien ce film. Mine de rien, plus j'y pense, plus je l'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté doux amer tout le long du film. Soutien évidemment à Adèle Haenel qui, là, actuellement, je crois, est dans la flottille, une des flottilles pour la liberté. Mais clairement, super chouette. Super chouette comme film. Et je sais que j'ai des griefs envers le film la première fois que je l'ai vu parce que on me l'avait beaucoup survendu, et aussi parce que j'étais dans une démarche où j'étudiais le film, et c'était vraiment c'est un film qui est dur à étudier je trouve, Portrait de la jeune fille en feu, parce que académiquement, alors autant Céline Sciamma vient de la Fémis, donc académiquement c'est censé être très bien fait, etc. Autant là il y a parfois des postures qui sont très bien, hein, je dis pas ça en mal, des postures de minimalisme par moment, notamment dans certains dialogues et dans certains chants contre chants, qui peuvent être assez déroutantes, parce que notamment moi je trouve que le travail sur le son du film est assez plat, je le dis pas en mal, c'est pour se focaliser sur d'autres choses hein, bien sûr, mais ça fait que du coup quand je l'analyse d'un point de vue sonore, c'est pas si intéressant que ça, mais en même temps c'était à l'époque, et je pense que voilà, comme j'ai dit, plus le temps passe, plus je l'apprécie bien, ce Portrait de la jeune fille en feu. Ensuite du coup The Departed, donc du coup c'est Les Infiltrés. Alors, il est chouette, est-ce que c'est le meilleur Scorsese? Bon, c'est sympa, non mais c'est sympa, il y a des grandes scènes de cinéma, il y a des grandes scènes, c'est un des seuls films où Mark Wahlberg joue bien, donc on peut au moins lui reconnaître ça, mais clairement, ouais, c'est pas la meilleure période aussi de Scorsese. Faudrait que je vois Gangs of New York qui était à peu près dans le même sillage que Les Infiltrés, pour un petit peu confirmer tout ça. Bon, Inception, bon, c'est bien,
Non, mais c'est bien Inception, franchement, c'est bien. Après, c'est le début de Nolan qui se branle les couilles et qui fait tout le temps, enfin, qui fait pas tout le temps le même film, mais qui fait tout le temps des films ultra similaires enfin, ultra similaires dans la démarche, j'ai envie de dire, dans la démarche plutôt. Et qui, en fait, sont vraiment des films où il se pense ultra malin à faire ce qu'il fait, quoi. Ce qui est un peu ce que je regrette aussi, quoi. Oppenheimer. Bah en vrai justement je trouve ça bien de les avoir côte à côte parce que Oppenheimer c'est un peu la sortie d'autoroute de ce côté je suis le plus malin du monde parce que là il interroge son côté très carré, très quadrillé, très rigoureux j'ai envie de dire et il l'interroge en se disant pourquoi je fais ça quelque part, quel est le spectacle que je donne à voir et est-ce que ça va vraiment servir les choses. Et je trouve que dans le portrait d'Oppenheimer qui est vu à la fois comme un connard et en même temps comme quelqu'un qui a des regrets etc, enfin des trucs du genre, je trouve que c'est vraiment assez brillant. La scène avec Truman est absolument géniale. Enfin, clairement, il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment bluffantes dans ce film. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait, quoi, clairement. Grand Budapest Hotel, le début et la fin de la formule de Wes Anderson, parce qu'après celui-là, tu as envie de dire pourquoi tu continues à faire des films dans ta formule, alors qu'en vrai, en soi, tu l'as fini ta formule là-dessus, enfin vraiment. Donc bon, c'est super, c'est son meilleur, hein, selon moi, un de ses meilleurs en tout cas. Les Fils de l'Homme, chef-d'œuvre, de toute façon j'en ai déjà parlé, hein, bien sûr. Ça voilà, c'est des films qui étaient déjà passés, hein, bien sûr. Je pense que ça va pas mal se répéter jusqu'à la fin, logiquement. Je crois qu'il y a encore quelques films nouveaux, mais voilà. Mais je vous invite à regarder le top 100 des critiques, où de toute manière je suis revenu un peu plus longtemps sur certains des films cités jusqu'ici. Mais Les Fils de l'Homme, bah super film. Enfin vraiment, clairement, c'est un film qui a super bien vieilli, qui a inspiré tant de trucs, enfin notamment la mise en scène jeux vidéo actuelle avec des The Last of Us, etc. C'est assez dingue, clairement, ce qui se passe dans Les Fils de l'Homme. Et c'est vraiment ultra visionnaire, quoi. Premier Contact, pareil, je crois que j'en ai déjà parlé. Moi, je suis pas trop dans Premier Contact. En vrai, plus le temps passe, moi je l'aime. C'est un peu ce genre de film-là. Il y a autant des films, plus le temps passe, plus je les aime. Autant il y a des films, plus le temps passe, moins je les aime. Et Premier Contact en fait malheureusement un petit peu partie. Alors, c'est sympa, c'est chouette, c'est cool, hein, en vrai. Mais ouais, je suis pas trop dedans non plus, quoi. Pas trop dedans. Faudrait que je le revoie en vrai, mais c'est très intéressant et très intriguant. Mais ouais, ça aurait pu aller plus dans l'intrigue, peut-être plus dans le mystère aussi. Mais bref, ça c'est peut-être que moi. Whiplash, absolute cinéma, chef-d'œuvre. Vraiment. Et d'ailleurs, voilà, pour moi, Premier Contact, il mériterait d'être quand même plus bas parce que top 20, faut pas abuser non plus. Mais Whiplash, pour le coup, bah c'est vachement chouette. Enfin, peut-être plus bas, voilà, quand même plus bas. Il est au-dessus de certains chefs-d'œuvre que je considère vraiment au-dessus. Mais Whiplash, clairement, c'est légendaire, c'est vraiment légendaire. Et faire ça comme premier film, enfin, comme deuxième film, je crois, il avait fait un petit film juste avant, c'est prodigieux. Moonlight, je sais plus trop, c'était quoi que j'ai pensé à la fin du film. J'avais quand même plutôt bien aimé. J'avais préféré de souvenir la première et la deuxième partie. Je trouvais que la troisième partie, quand il était adulte, était moins intéressante. Mais c'est vraiment chouette. Get Out, bon, il le faut, j'ai envie de dire. En vrai, enfin, je sais que les gens disent ah oui, c'est l'abus, tout ça, mais ça reste quand même un super film. Faut pas se mentir. Et La La Land, du coup, qui est un des derniers, je crois, qu'on a dans cette liste, qui est nouveau. Et ben c'est fou qu'il n'était pas dans le top des critiques, mais en même temps je comprends, parce que je pense que c'est un film qui a plus touché les spectateurs que les critiques, clairement. Je pense que c'est un film où les critiques ont bien aimé, et voilà, mais qu'ils le mettraient pas dans un top 10, voilà, des films du 21e siècle, alors que pourtant, enfin moi, voilà, tout a été dit autour de La La Land, film d'hétéro, film de blanc, film de ce que vous voulez, tout ça, ça d'accord. Ça reste super bien, c'est un petit peu ça, enfin moi je sais que je suis sorti de la salle et je me suis dit, putain, c'est ça un film. Enfin, parce que je l'ai vu à 16 ans quand il est sorti, donc forcément j'avais vraiment cet aspect-là où je me suis dit, putain, ah ouais, c'est ça quoi. c'est un petit peu ce mood-là où, en plus c'est de la comédie musicale, j'adore la comédie musicale, mais clairement moi je trouve que c'est vraiment super bien fait, et ça mérite d'être là, et bon c'est haut quand même, top 16, mais ça mérite d'être là quoi. Bon du coup, et ça c'est les deux derniers qui du coup c'était le Retour du Roi, je crois, qui était pas dans le top non plus. Et après je vais passer vite fait sur le reste bien sûr, mais le Retour du Roi, bon bah c'est super chouette en vrai, voilà, tout comme la Communauté de l'Anneau bien sûr. Everything Everywhere at Once, bah c'est en vrai les gens
c'est très très haut de le mettre top 13. C'est assez dingue de le mettre top 13. Je l'aurais vu, allez, top 300 peut-être, top 300 pour être gentil, top 200 pour être très très gentil. Parce que quand même je l'adore, hein, bien sûr je l'adore. Et puis That One, je trouve que c'est un super film, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. On l'a beaucoup survendu, on l'a beaucoup dévendu. C'est un peu comme Escape from the 21st Century aujourd'hui, où d'ailleurs Escape from the 21st Century, ça y est, les gens commencent à dire ah vous survendez le film. Très bien, mais voilà. Mais clairement donc ça traverse un peu la même période, j'ai envie de dire. Mais clairement c'est super chouette, c'est très bien quoi, c'est très bien. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Après il est bien haut quand même. In the Mood for Love, moi je sais que j'ai pas trop aimé. Alors pourtant j'aime bien en plus Wong Kar-wai, hein, de manière générale. J'ai beaucoup aimé Les Anges Déchus, j'aime beaucoup Chungking Express également. Mais In the Mood for Love, je suis un peu passé à côté. J'avoue que j'étais un peu en mode ouais, je sais pas, je suis pas non plus trop rentré dedans. Faudrait que je le revoie, en vrai, faudrait que je le revoie avec le temps. Je pense qu'il y a des trucs ultra pertinents dedans et je pense qu'il y a des trucs qu'il faudrait vraiment que je capte dans le film. Mais j'étais pas trop dedans, j'étais pas trop dedans, clairement. Clairement, c'est ça qui est dommage. Donc bon, faudrait que je le revoie. Inglourious Bastard, il est haut quand même ce Inglourious Bastard. Hein. Putain, il est bien haut. Moi je l'aurais vu vraiment plus bas parce que autant c'est vraiment super chouette, c'est vraiment un très bon film. Mais il est haut parce que, alors, il y a plein de trucs qui sont chouettes, il y a plein de trucs qui sont vraiment géniaux dans le film. Mais putain, au-dessus de certains chefs-d'œuvre comme ça, c'est un petit peu dur, hein, c'est un petit peu dur. The Social Network, ah, au moins il est là. Bon, tant mieux, parce que clairement, c'est pour moi le meilleur Fincher, hein, bien sûr, bien évidemment. Je passe vite fait, du coup, le top 10 qui est plus ou moins le même, alors un peu dans l'autre ordre par rapport au top 10 des critiques et des acteurs et des gens du cinéma. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, super film hétéro. Non, en vrai, super film tout court, belle exploration de la pensée, de la psyché humaine. C'est chouette. Il est haut quand même, hein, il est haut, mais en même temps, je comprends aussi parce que je crois qu'il est plus haut quand même que le top des critiques. Principalement parce que je pense qu'il marque plus les spectateurs que les critiques, j'ai envie de dire. Le voyage de Chihiro, bon bah évidemment il faut qu'il y ait le Miyazaki qui a le plus marché en dehors du Japon, qui soit ici bien sûr. Alors il est chouette en vrai, le voyage de Chihiro, hein, bien sûr il est chouette. Après je sais pas mon Miyazaki préféré, moi je pense que c'est plus Porco Rosso en vrai. Mais il est chouette aussi quand même, il est chouette. Mad Max Fury Road, putain, elle est belle l'affiche hein, d'ailleurs. Du coup c'est un top qui a été réalisé par quelqu'un sur Letterboxd, donc forcément c'est des affiches custom qu'il a mis, elle est très belle cette affiche là. Mieux encore que celle-ci je trouve. Bah oui, ça a été le gros choc je pense pour beaucoup, donc il y a un peu ce côté, c'est pas un biais de récent mais c'est un biais de premier choc. comme pour beaucoup de films, comme pour moi avec La La Land, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà c'est ce biais là également bien sûr. The Dark Knight, ah il est haut quand même, hein. Revoyez-le. En vrai, revoyez-le parce que je trouve que c'est un film. Alors, il est représentatif d'une époque, c'est sa grande qualité. Mais je trouve que c'est aussi un film où en soi, il a un peu vieilli dans certaines choses. Après, il est bien fait, il est super bien fait. Il mériterait d'être dans un top 100. En fait, c'est le fait qu'il soit au-dessus des indestructibles qui me fait bizarre. Mais il mériterait d'être dans un top 100, 200, quelque chose du genre, quoi, ça c'est sûr. Interstellar, bah moi perso j'adore, je peux pas non plus le critiquer. Là j'ai sorti récemment un TikTok avec Johan Sardé qui parlait de son amour pour Interstellar. Et je trouve que c'est un film vraiment, générationnellement il est dingue, mais même il touche tout le monde, quoi, j'ai envie de dire, il touche vraiment tout le monde. Donc c'est ça qui est très fort avec Interstellar. Et je vois la hate autour, je comprends certains arguments tout de même, mais je trouve que c'est un petit peu abusé aussi. There Will Be Blood, bah, vu comme le chef-d'œuvre hein, de façon de Paul Thomas Anderson, il faut que je le revoie d'ailleurs, hein, parce que en vrai ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'avais vu parce que en fait il y avait une immense affiche dans mon BTS où il y avait There Will Be Blood. Et donc du coup je me suis dit bah tiens je vais le regarder un jour et en fait j'étais pas prêt. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que je le revoie. C'est le plus connu de toute façon de Paul Thomas Anderson en vrai, hein. C'est celui qui a rapporté le plus de thunes hein, de ce que j'ai pu voir. Mais clairement c'est légendaire et cette exploration de l'Amérique, de l'époque, etc. Enfin c'est vraiment très chouette, très bien fait. No Country for Old Men, moi je sais que je suis passé à côté la première fois que je l'ai vu, faut que je le revoie. Il faut que je le revoie, je sais qu'il faut que je le revoie. Je comprends l'engouement qu'il y a eu autour du film, du personnage de Javier Bardem, etc. Enfin vraiment, je comprends totalement, mais il faut vraiment que je le revoie. Et ensuite du coup bon bah c'est le même top 1, top 2, à savoir Mulholland Drive, amplement mérité, et Parasite, je comprends qu'il soit là. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, bah en soi, du coup, conclusion sur ce top 100. Bon, il n'y a pas tellement de grandes différences choquantes, à part ce d'une partie 1, d'une partie 2, où je me dis putain c'est chaud. Sinners aussi, c'est un petit peu chaud. À côté, il y a quand même des films où je me dis ah c'est tant mieux d'avoir Perfect Days.
C'est tant mieux d'avoir Drive My Car, mais à côté c'est pas tant mieux d'avoir Top Gun Maverick. C'est tant mieux d'avoir les Indestructibles, mais à côté, bon, Avengers Endgame on passera. Ça va quoi, un peu mi-figue mi-raisin, mais en soi, vas-y, c'est représentatif de quelque chose au moins. Ça on peut se le dire, c'est représentatif d'une certaine cinéphilie qui est partagée par plein de gens. Tant mieux j'ai envie de dire. Mais bref voilà, désolé du coup les gens d'avoir tourné ça un peu en dehors des lives, etc. Je voulais le faire en live, mais en fait j'ai été pressé par le temps entre les émissions, tous les problèmes, etc. Maintenant, il y a quand même ce truc où je reviens en live normalement demain, normalement le 12, j'ai envie de dire. Le 12 septembre, on parlera de l'émission que j'ai faite 24 fois la vérité. On parlera de plein de trucs, on parlera de plein de sujets. Des actus également, des films que j'ai pu voir. Merci à tous ceux qui ont suivi du coup ces aventures du top 500 du meilleur film du 21e siècle. Je sais qu'il y a des gens qui suivent tout ça. Donc bravo à vous si vous êtes tout coltiné. Ça a été une belle escapade pendant mes vacances. Mais voilà, mais merci à tous ceux qui ont regardé. Et je vous souhaite à tous des bisous, ciao. Et mettez dans les commentaires c'est quoi votre top 10 des films du 21e siècle. Ça m'intéresse par contre. Mettez votre top 10 des meilleurs films du 21e siècle, ça c'est rigolo. Des bisous, ciao.